au cours d'une journée, c'est tout à fait normal de sentir l'influence du sympathique et du dorsal. Souvent, on dit « Ah, c'est les 2 états de survie », et puis il y a comme cette impression qu'il faut jamais aller à cet endroit. Non, quand je me lève le matin, j'active l'énergie sympathique pour me préparer, conduire jusqu'au travail, faire la présentation que j'ai à faire peut-être, etc. Après le déjeuner ou le soir en rentrant, peut-être que, et toi c'est ton expérience aussi, tu vas facilement ressentir cette léthargie typique du dorsal, parce que voilà, je suis en digestion, ou j'ai mon petit coup de pompe de l'après-midi, et il y a un petit peu de dorsal. Ou peut-être parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle dans la journée, où j'ai été déçue par quelque chose, c'est normal. Bienvenue dans Pas de soucis, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de soucis, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Welcome back, bienvenue dans cet épisode de notre série Back to Basics sur la théorie polyvagale. J'ai tous mes livres avec moi et on va y aller. Cette théorie, ça a été la deuxième pierre à mon édifice quand j'ai commencé mes recherches pour comprendre l'anxiété qui m'habitait. Puisque j'étais formée en nutrition holistique, à l'époque quand j'ai commencé, je suis allée d'abord du côté de la nutrition, avec les livres du docteur Mark Hyman sur le lien entre ce qu'on a dans l'assiette, l'état des fonctions de notre corps et notre santé mentale. Ces connaissances-là, elles m'ont permis d'ajuster au niveau physiologique et elles ont commencé à me permettre d'intégrer que c'était pas complètement de ma faute. Et ça avait une grande valeur. Que j'étais pas bizarre ou que j'avais pas un niveau moins élevé en termes de santé, que j'avais pas une plus mauvaise santé que quelqu'un d'autre. Donc ça a été les premières informations. Et ensuite, c'est la théorie polyvagale qui a terminé, qui a fini de me déculpabiliser. Honnêtement, si tu écoutes cet épisode ou que tu regardes cette vidéo, si tu es sur YouTube et que tu n'en fais rien, mais que ça t'a permis de comprendre que ce n'est pas toi qui crée l'anxiété ou qui te crée tes symptômes, j'aurais rempli ma mission. J'aurais rempli ma mission pour cet épisode. Parce que j'entends beaucoup ça. Des personnes qui travaillent sur elles et qui disent « Je sais que c'est moi qui me crée ça. Je sais que c'est moi qui me crée mon anxiété. » Si tu connais et que tu comprends la théorie polyvagale, tu sais que c'est pas vrai. Pour moi, le grand pouvoir et la puissance de cette théorie, c'est de pouvoir s'assurer que quoi que tu fasses à n'importe quel moment de la journée, si tu as appris à traquer ton système nerveux, que ta physiologie, elle est dans le bon état pour pouvoir faire au mieux ce que tu t'es proposé de faire. Si j'ai une présentation à faire devant un grand nombre de personnes, est-ce que j'ai assez de ventral et de sympathique en ligne pour pouvoir être à la fois très focus et calme? C'est ce que je suis en train de faire là avec cette vidéo, avec cet épisode. Il faut que je sois concentrée pour raconter des choses qui ont du sens et qui soient cohérentes, mais je suis calme. Si je veux méditer, est-ce que j'ai assez de régulation ventrale pour accéder au calme et assez de dorsale pour rester dans l'immobilité pour les minutes qui vont suivre? Si je veux manger, j'ai besoin de l'état ventral pour digérer. Est-ce qu'il est bien là? Est-ce qu'il est bien en ligne là maintenant? La théorie polyvagale appliquée à l'humain nous fait ce cadeau-là. Et je vais aller dans les sources et les remerciements en même temps parce que sans ces personnes, on ne saurait rien de tout ça aujourd'hui. Le premier, bien sûr, c'est Stephen Porges qui a proposé la théorie polyvagale, Deb Dana qui l'a amené en psychothérapie, et puis en France, il y a Ludovic Leroux qui l'a vraiment amené en francophonie. Et aujourd'hui, il y a aussi l'Institut canadien Quantum Way, le Way quantique, qui fait un énorme travail de traduction en français de livres, de séminaires, de formations, etc., des sources anglaises, entre autres sur la théorie polyvagale. En livre en français, il y en a plusieurs de Stephen Porges et Deb Dana qui ont été traduits, dont son dernier, qui s'appelle Ancré. Ce n'est pas sponsorisé, je vous le montre juste. Dont le dernier livre de Deb Dana qui s'appelle Ancré, d'ailleurs aux éditions Quantum Way, merci pour ça. Et il y a le livre de Ludovic Leroux qui s'appelle Le nerf vague. Donc la théorie polyvagale proposée par Stephen Porges en 1994, très bonne année, révolutionne notre compréhension du système nerveux autonome et son rôle
dans la formation de notre sentiment de sécurité, de connexion, de résilience. C'est quoi du coup la théorie polyvagale ? Revenons, puisqu'on est dans un back to basics, revenons sur le système nerveux. On se souvient qu'on a le système nerveux central, donc cerveau et moelle épinière là derrière, et le système nerveux périphérique. Donc le système nerveux périphérique, c'est tout ce qui n'est pas le système nerveux central, les nerfs qui sont partout dans notre corps, dans nos muscles, dans nos tissus, dans nos organes, etc. Et puis on sépare à nouveau le système nerveux en volontaire et autonome. Donc volontaire, c'est voilà, mon bras qui prend le livre, mon cerveau qui commande au bras de prendre ce livre. Et autonome, c'est tout ce que fait le système sans notre conscience, sans notre autorisation, sans notre volonté. Donc toutes les fonctions auxquelles on n'a pas besoin de penser, la respiration, la température de notre corps, la digestion, etc. Il y a une connaissance qui est devenue commune, qui est devenue mainstream, c'est qu'il y a 2 états du système nerveux autonome, parce que quand on va parler de la théorie polyvagale, on parle du système nerveux autonome. C'est pour ça que je voulais revenir juste sur ces portions du système nerveux. On sait que, donc c'est bien connu, qu'on a le système sympathique et le système parasympathique. Donc le système sympathique responsable de l'action et le système parasympathique responsable plutôt du repos. L'apport de Stephen Porges, c'est quoi ? C'est de dire en fait, il n'y a pas que un parasympathique, il y en a 2. Il y a l'état parasympathique ventral et l'état parasympathique dorsal qui correspondent chacun à une portion du nerf vague. Le nerf vague, ce qu'il fait, c'est qu'il ralentit notre physiologie. On parle même de frein vagal pour désigner des fonctions de la branche ventrale. Je vais revenir dessus après. Donc le nerf vague, il peut ralentir la physiologie, c'est ça qu'il faut retenir de 2 façons. De façon grossière et rapide, ça c'est la branche dorsale, c'est un circuit plus primitif, ou de façon fine et calibrée, et ça c'est un circuit plus évolué, et c'est la branche ventrale. Ces 2 branches, elles ont des fonctions différentes et elles agissent à des endroits différents, en dessous et au-dessus du diaphragme. On va revenir dessus. Si tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu peux poser une main sur la poitrine et puis une main sous la cage thoracique, et là à peu près au milieu il y aura le diaphragme, pour se rendre compte un petit peu. Et on va avoir des portions du nerf vague au-dessus de ça et en dessous de ça. Donc sans surprise, dans cet épisode, on va aller dans les 3 états du système nerveux autonome et on va commencer par l'état dorsal parce que c'est le plus vieux. L'état dorsal, il est vieux de 700 millions d'années, si je ne dis pas de bêtises. 700 ou 600 ? Très vieux. Donc la branche dorsale, c'est cette branche qui ralentit la physiologie de façon grossière et rapide. C'est vraiment une branche du système nerveux autonome, un circuit du système nerveux autonome qui dit « on arrête tout ». Cette branche dorsale, elle innerve les endroits en dessous du diaphragme, donc les organes digestifs principaux, l'estomac, le foie, la rate, le pancréas, les reins, la vessie, etc. C'est une branche qui ralentit la physiologie. C'est cette branche-là qu'on va trouver active dans le figement. Et aussi, quand il y a de la régulation ventrale, donc quand on a dorsale et ventrale, la digestion, des comportements prosociaux, etc. Donc c'est un circuit qui va très rapidement ralentir le cœur et nous envoyer dans l'immobilisation. C'est ça qu'il faut retenir. L'image que tu peux avoir pour le dorsal, c'est l'image de l'ours qui hiberne. C'est une très bonne image. C'est un état de conservation d'énergie où tout est ralenti et on va vers l'immobilisation. Donc tout est ralenti, même au niveau physiologique. C'est pas même au niveau physiologique, c'est au niveau physiologique. C'est-à-dire le métabolisme est lent, l'oxygène, les taux d'oxygène sont bas, on est en conservation d'énergie. Donc je vais lire un extrait de Ancré dans lequel Deb Dana décrit cet état dorsal. Sous le diaphragme se trouve le domaine du vagal dorsal, dont la tâche quotidienne non réactive est de réguler une digestion saine. En mode survie, le vagal dorsal nous coupe de notre conscience, nous déconnecte et nous conduit à l'effondrement et à la fermeture. Dans cet état de survie, nous nous sentons déconnectés et engourdis et nous avons l'impression d'être là sans être vraiment là et de subir les événements de la vie sans nous sentir concernés. Nous souffrons de problèmes digestifs quand nos systèmes biologiques passent en mode conservation, ralentissant tout pour maintenir juste assez d'énergie afin de nous garder en vie. Nous espérons qu'en disparaissant, en devenant invisibles, en ne ressentant pas ce qui se passe et en n'étant pas présents là où nous sommes, nous survivrons.
Nous nous évadons dans le fait de ne pas vouloir savoir, de ne pas vouloir ressentir, et dans la sensation de ne pas exister. En lisant cette description, il est possible que vous ressentiez un peu de cette énergie vagale dorsale s'activer dans votre système. Donc effectivement, l'état dorsal, quand on est dans cet état, en mode survie, donc quand elle dit en mode survie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a plus de régulation par le ventral. On a perdu cet accès à l'état ventral de résilience, de connexion, de sécurité. Donc quand il n'y a que le dorsal, effectivement, on se sent déconnecté de soi, des autres. Il y a cet engourdissement qu'elle décrit, cette dissociation. C'est très très lent. Au niveau des mouvements, on a l'impression d'être au ralenti. Il y a très peu d'expression du visage. D'ailleurs, même la voix, elle est très monotone. Pensez à la voix de quelqu'un qui est complètement déprimé. Voilà, c'est vraiment le dorsal. Le monde est accablant, et sans intérêt, et inutile, c'est ce qu'elle disait, on ne s'intéresse pas à ce qui nous arrive, parce qu'il y a vraiment ce « à quoi bon ?» De toute façon, tout est foutu. Ça peut vraiment très bien résumer le dorsal. Ok, donc ça, c'est une façon de ralentir la physiologie. Et puis, je l'ai dit, un autre circuit, on va parler aussi du nerf vague ici, et là, on est dans la branche ventrale du nerf vague. Ça, c'est la branche ventrale, c'est le nerf vague qui passe du côté droit du cerveau, c'est la branche fine et calibrée du nerf vague. Donc cette branche, elle innerve les endroits au-dessus du diaphragme cette fois, donc le pharynx, le larynx, l'œsophage, l'oreille interne. Elle contrôle la déglutition aussi et elle communique avec les nerfs du visage. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle aussi cet état ventral l'état d'engagement social. Comment est-ce que je m'engage avec les autres ? Alors, c'est rarement avec mes pieds, c'est plutôt avec mon visage. Ok, je peux communiquer avec toi, même à travers la vidéo là, parce que tu vois les expressions de mon visage, mes traits qui s'animent, ma voix qui a des intonations, c'est ce qu'on appelle la prosodie de la voix. Et là, à nouveau, compare-le à ce que je disais avant, la voix monotone et déprimée de quelqu'un qui est complètement déprimé, versus une voix où il y a accès à l'état ventral. Tu peux sentir la différence dans ton système. Cette branche ventrale, elle influence aussi le rythme cardiaque, la pression sanguine, elle innerve les poumons, donc elle impacte vraiment le cœur et les poumons. On dit que c'est le pacemaker naturel du cœur, la branche ventrale. Elle gère le rythme cardiaque, en fait, dans ce qu'on appelle le nœud sinusal. Et elle contrôle le mécanisme d'ouverture et de fermeture des voies respiratoires. Donc elle vient tout toucher les bronches, les bronchioles, les alvéoles pulmonaires, etc. Sur ce sujet du cœur et des poumons, il nous faut faire un zoom sur ce circuit particulier qui fait partie du circuit ventral qu'on appelle le frein vagal, que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc je lis à nouveau un extrait ici de Debdana qui nous explique le frein vagal. Un important circuit vagal ventral est le frein vagal. Ce circuit particulier part du tronc cérébral, donc là derrière, au niveau de la nuque, et se connecte au nœud sinusoïdal du cœur. C'est le stimulateur cardiaque, le nœud sinusoïdal. Et c'est par cette connexion que nos rythmes cardiaques sont régulés. Le frein vagal ralentit le rythme cardiaque à un nombre sain de battements par minute, entre 60 et 80. Sans cette influence régulatrice, le cœur battrait dangereusement vite. En raison de la manière dont cette voie régule la fréquence cardiaque, on l'appelle le frein vagal. Donc c'est ça, il freine toute notre physiologie. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il le fait en permanence, pour qu'on puisse rester dans un rythme qui est bon pour notre organisme. Le frein vagal régule également notre rythme respiratoire. Il opère selon un schéma subtil de relâchement et de réengagement à chaque cycle respiratoire. À chaque inspiration, le frein vagal se relâche légèrement et le rythme cardiaque s'accélère un petit peu. Puis à l'expiration, le frein vagal se réengage et le rythme cardiaque revient à un rythme plus lent. Donc ça, pourquoi c'est vraiment important ? Et je l'évoque ici. C'est ça, il faut le savoir, c'est vraiment important de comprendre ça. À chaque inspiration, le frein vagal se relâche, donc c'est comme les freins d'un vélo, on relâche un petit peu, donc hop, le cœur accélère, comme le vélo accélérerait, et à l'expiration, le frein vagal se réengage et le cœur ralentit un petit peu. Donc si je veux me calmer, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais allonger mon expiration. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on panique, par exemple ? Qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On a tendance à inspirer parce qu'on cherche l'air. Et plus on inspire, plus on fait accélérer le cœur. Donc c'est vraiment important de comprendre ça, d'avoir ces notions purement physiologiques. Parce que là, c'est même pas la théorie polyvagale, c'est juste purement de la physiologie.
Donc, cette branche ventrale, un des circuits, c'est le frein vagal. Et je l'ai dit, on l'appelle aussi le système d'engagement social parce que c'est ce qui nous permet de nous connecter aux autres à travers la voix, à travers le visage. Et pour illustrer ça, on peut penser à ce qu'on fait automatiquement. Pense à ce que tu fais automatiquement quand tu vois quelqu'un que tu aimes. Il y a tout de suite comme le visage qui s'éclaire, ou encore plus parlant, qu'est-ce qu'on fait quand on voit un bébé? Que fait ta voix? Ah là 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 là, qu'il est mignon, ah, ma petite main, da da da. Il y a ce qu'on appelle la prosodie, on l'exagère encore, on l'intensifie. Et on le fait naturellement. On le fait naturellement. C'est comme ça qu'on se connecte, nous les humains. Une courte description dans Ancré de l'état ventral. Au-dessus du diaphragme se trouve le domaine du vagal ventral. C'est l'endroit où nous nous ancrons en toute sécurité et où nous pouvons à la fois nous autoréguler et co-réguler. Donc s'autoréguler soit grâce à nos ressources, grâce à notre respiration, grâce aux sensations dans notre corps, etc. et co-réguler avec quelqu'un d'autre. Okay. Notre rythme cardiaque est régulé et notre respiration est naturelle et complète. Nous prenons plaisir à voir le visage de nos amis, sommes capables d'écouter les conversations et de faire abstraction des distractions. Dans un état vagal ventral, nous pouvons identifier la détresse, explorer les options qui s'offrent à nous, demander et offrir du soutien. Nous sommes ressourcés et pleins de ressources. Notre attention est centrée sur la connexion à nous-mêmes, aux autres, au monde et au spirituel. C'est un lieu où l'on se sent bien. Et à nouveau, elle ajoute, en lisant cette description, voyez si vous pouvez ressentir cette énergie et percevoir l'activation de votre état vagal ventral. Donc ça, ce que je viens d'évoquer, ce sont les circuits vagaux. On a parlé du dorsal et du ventral. Et puis, il y a le circuit sympathique, qui lui est un système qui émerge des nerfs qu'on trouve dans la région lombaire et thoracique de la colonne. Donc si vous prenez un peu plus bas que la nuque et puis au niveau de la taille, dans le dos, entre les deux, on va trouver ce qu'on appelle le tronc sympathique. Quand le circuit sympathique il est activé, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une augmentation des substances de stress, des hormones de stress, donc cortisol, adrénaline, noradrénaline. Tout ça, c'est très très physiologique, c'est pour nous permettre de prendre la fuite ou de combattre. On va avoir une augmentation de la circulation sanguine vers les bras, vers les jambes, à nouveau, pour combattre ou fuir. On a l'augmentation de la fréquence cardiaque et du rythme de la respiration. Ce qui ralentit, au contraire, c'est la digestion. Parce que si on a besoin de combattre ou de fuir, on n'a pas besoin de digérer. Okay, c'est vraiment un mode de protection ou de défense. On est dans le mouvement, on est dans l'activité physique. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre aussi. Back to basics, ok, on revient aux bases. Si je capte dans mon système que je suis en sympathique, au lieu de me dire calme-toi, calme-toi, non, je peux soutenir et accompagner ça. Je vais bouger, je vais aller marcher dans ce moment-là, puis après ça va aller mieux. Je vais vraiment permettre à cette énergie de se décharger, d'être désactivée. Qu'est-ce que Debdana nous dit pour l'état sympathique? Si nous sortons de la sécurité ventrale pour entrer dans l'énergie du système sympathique, nous avons un sentiment de danger imminent et nous nous engageons dans la lutte et la fuite. Donc c'est ce que je disais, soit on va combattre, soit on va s'enfuir. Le monde nous semble être un endroit dangereux rempli de personnes dangereuses. Dans cet état, nous interprétons mal les indices et nous percevons les visages neutres et certains tons de voix comme des signaux de danger. Notre oui est réglé pour détecter les sons de danger et il est facile de ne pas entendre les voix amicales qui nous entourent. Nous scrutons l'environnement, nous ne sommes plus seulement conscients et vigilants, nous sommes désormais en état d'alerte et d'hypervigilance. Nous sommes seuls, séparés des autres, et nous regardons le monde avec un état d'esprit du type « nous contre eux » ou « moi contre toi ». Exactement. En lisant ça, je pense à des situations qu'on a peut-être tous et toutes déjà vécues quand on voit quelqu'un qui nous regarde et on dit « Ah, comment il me regarde celui-là ?» et qu'on a l'impression que c'est menaçant ou quelqu'un qui dit quelque chose plutôt neutre et on le prend mal parce que pourquoi ? Parce que dans ce moment-là, nous, on est en sympathique. Peut-être que moi, je suis déjà dans mon anxiété ou moi, je suis déjà agacée par ce qui s'est passé juste un peu plus tôt dans ma journée et je suis dans cet état sympathique et donc c'est ce qu'elle dit, on interprète mal les signaux. Et donc ça, même chose, tellement important d'en avoir conscience. Si je m'engage dans une dispute, peut-être que je peux faire un pas de côté et dire « Attends, ok, dans quel état je suis là ? Sympathique, ouais. Laisse-moi ramener un peu de régulation ventrale. Et on n'a pas besoin de revenir complètement dans notre état ventral. Mais laisse-moi ramener un petit peu de régulation ventrale et voir ce qui se passe là, à ce moment-là. » Et il y a une bonne chance que nos perceptions, elles soient différentes.
Quelque chose que souvent les personnes ne comprennent pas, c'est que c'est complètement normal de passer d'un état à un autre au cours de la journée. On a besoin de notre système sympathique pour nous mouvoir dans le monde, pour mener des projets à bien, pour être en mouvement, même dans notre organisme. On sait qu'il faut faire du sport, c'est important d'être en mouvement, que tout circule bien. Donc, à petite dose, on a besoin de cet état sympathique. Quand le ventral et le sympathique ils travaillent ensemble, comme c'est le cas pour le cœur, la respiration, on se sent pleinement vivant, voilà, vraiment vivant. On peut faire l'expérience de ce que c'est que vivre pleinement. Le problème, c'est si on perd la régulation du ventral, la régulation par le frein vagal. Alors là, on va être dans l'état de survie sympathique et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'hypervigilance, l'anxiété, le fait de se sentir menacé tout le temps et en conséquence, être et penser dans les extrêmes et ne pas être dans le moment présent aussi. Il y a ça aussi qui fait partie du sympathique. En sympathique, on est soit dans le futur, soit dans le passé. Très compliqué d'être dans le présent. Mais au cours d'une journée, c'est tout à fait normal de sentir l'influence du sympathique et du dorsal. Souvent, on dit « c'est les deux états de survie », et puis il y a comme cette impression qu'il faut jamais aller à cet endroit. Non, quand je me lève le matin, j'active l'énergie sympathique pour me préparer, conduire jusqu'au travail, faire la présentation que j'ai à faire peut-être, etc. Après le déjeuner ou le soir en rentrant, peut-être que, et toi c'est ton expérience aussi, tu vas facilement ressentir cette léthargie typique du dorsal, parce que voilà, je suis en digestion ou j'ai mon petit coup de pompe de l'après-midi et il y a un petit peu de dorsal. Ou peut-être parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle dans la journée où j'ai été déçue par quelque chose. C'est normal. Ce qui détermine la santé de notre système nerveux autonome, c'est à quelle vitesse et avec quelle facilité on arrive à retrouver notre chemin vers l'état ventral. L'état ventral, pour rappel, qui est notre état de connexion, de sécurité, de résilience. Du point de vue de l'évolution, et ça, cette théorie, c'est vraiment une lecture évolutionniste, évolutionnaire, I don't know. Mais c'est une lecture de l'évolution, en fait, de notre système nerveux autonome. Du point de vue de l'évolution globale et de l'évolution de chaque être humain, je vais revenir dessus, les états, c'est dans cet ordre-là. Dorsal, sympathique et ventral. Le système dorsal, il est vieux de 500 millions d'années. Je l'avais ici dans mes notes, donc c'est pas 700 ou 600, c'est 500. Le système dorsal, il est vieux de 500 millions d'années. Le système sympathique, il est vieux de 400 millions d'années. Et le système ventral, il est vieux de 200 millions d'années. Donc Stephen Porges, c'est vraiment ça qu'il a étudié. Il étudiait les mammifères à la base. La théorie polyvagale, elle n'était pas du tout destinée à arriver en psychothérapie, arriver en application humaine. Mais on est hyper heureux et heureuse que Deb Dana l'ait fait. Donc ça, c'est au niveau global. Et puis au niveau individuel, en termes de développement de l'être humain, le circuit ventral, c'est aussi le dernier à se développer. Il se développe au cours du 3e trimestre de grossesse et il continue à se développer, le système ventral, pendant les 2 premières années de vie. Et ça, c'est très important parce que ce système ventral, il va se développer, lui, uniquement grâce à la corégulation, donc la connexion qu'on va avoir avec nos figures d'attachement qui, généralement, sont nos parents. La question que nous offre la théorie polyvagale, c'est comment rester ancré dans cet état ventral. Pour moi, déjà, juste amener de la conscience sur cette question, c'est un cadeau. Et comment rester ancré dans cet état ventral, la façon dont on va répondre à cette question, elle va être différente pour chacun et chacune de nous. Ça dépend de nos ressources, ça dépend de ce qu'on aime, ça dépend de ce à quoi notre corps répond, plus ou moins. Après, voilà, des ressources qui sont plutôt communes à tous les êtres humains, ça va être des relations nourrissantes, nos amis, le fait d'aider quelqu'un, le contact avec un bébé, le contact avec les animaux, une communauté qui est soutenante. Ça va être utiliser la respiration pour réactiver notre frein vagal, donc allonger l'expiration, attention, allonger l'expiration, comme je disais tout à l'heure. Le contact avec la nature, ça c'est une ressource plutôt universelle, avec l'eau aussi. Des souvenirs heureux, juste se plonger dans un souvenir heureux de notre vie, ça peut nous aider dans le moment, ça peut aider notre physiologie dans le moment à revenir dans l'état ventral. Donc tout ça, ce sont des choses qui vont nous permettre de retrouver notre chemin vers cet état de résilience, de sécurité, et dont on devrait jalonner nos journées, en fait. Vraiment, l'idée, c'est de jalonner nos journées. Deb Dana, elle parle d'encre de sécurité, vraiment d'avoir ces ressources régulièrement dans la journée. Et la théorie polyvagale nous permet ça. Elle nous permet d'amener de la conscience et du coup, consciemment, ok, qu'est-ce que je vais avoir comme ressources là ?
Peut-être que j'ai des choses sur mon bureau, par exemple, quand je travaille, qui sont ressources pour moi. Peut-être que je sais que à la pause, j'appelle une amie, j'en sais rien. Ou je vais boire un café avec une collègue que j'aime beaucoup. Hop, c'est une ressource. Et je jalonne vraiment super consciemment, super intentionnellement ma journée de moments de ventral. Et c'est ça qui va tisser le fait d'être de plus en plus en ventral. Un moment de ventral, plus un moment de ventral, plus un moment de ventral, ça fait une journée. Et avant qu'on s'en aperçoive, on se retourne et on se dit « Ah, c'est vrai que ça va mieux. C'est vrai qu'il y a moins d'anxiété peut-être. » Et c'est vraiment très important ça parce que c'est parce qu'on a une masse critique de ventral assez importante, comme dit Deb Dana. C'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'est pas d'être tout le temps ancré que en ventral, c'est d'avoir une masse critique une masse assez grande, donc ce qu'on appelle une masse critique dans notre système. C'est parce qu'on a cette masse critique de ventral qu'on va avoir la résilience de faire face à ce qui va nous arriver dans la vie. Parce qu'il va nous en arriver des choses, c'est sûr. Et que ces choses de la vie, elles pourront rester de simples, entre guillemets, de simples stress et pas devenir des traumatismes. Et donc, pas rester coincé sous forme d'énergie de survie dans notre système nerveux autonome. Je vais terminer sur cette citation d'Albert Camus, qui est au début d'un des chapitres d'Ancré, et qui est devenue une vraie ressource pour moi, et qui, pour moi, représente ce que nous permet la théorie polyvagale. La citation, c'est « Au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. » Et c'est vraiment ça que ça nous permet. Je crois que c'est ça que ça nous permet, la théorie polyvagale, de trouver quelque part en nous notre été. Peu importe la saison qu'on traverse, peu importe l'état dans lequel on est. Et si on en sort, de retrouver notre chemin vers cet invincible été, qui est une très belle métaphore de l'état ventral. Elle m'émeut beaucoup, cette citation. Voilà pour cet épisode de notre série Back to Basics sur la théorie polyvagale. Merci pour ton écoute et à très vite pour le prochain épisode de notre série.